après la plongée de ce matin dans l'univers des parents aidants et des accompagnements qui sont proposés en entreprise, on va reprendre cet après-midi sur une table ronde autour de la question de la protection sociale des parents aidants. Quel est le rôle de l'État, des partenaires sociaux et des professionnels de la prévoyance pour améliorer la couverture des parents? Et pour démarrer, on va encore une fois partager quelques chiffres. Le premier, autour de la vision des DRH. 75% des DRH pensent que le coût des dispositifs de soutien aux aidants doit être mutualisé dans un dispositif de prévoyance collective. On retrouve chez les partenaires sociaux un petit peu la même idée, celle que 9 sur 10 sont favorables à la négociation collective sur les salariés aidants. Et du côté des salariés, même son de cloche, puisque 68% des salariés sont favorables à un système d'aide aux aidants plutôt que des solutions informelles au cas par cas. Donc ça va être l'objet de cette table ronde, dans un premier temps de faire un tour d'horizon sur ce qui existe, puis de voir de quelle manière est-ce qu'on peut rendre obligatoire, ou en tout cas plus systématique, la couverture des parents aidants. Alors nous avons donc à cette table ronde donc Stéphane Sangoy qui prendra en premier la parole. Donc Stéphane est juriste et accompagne depuis 14 ans les assurés de la CFDP, qui est l'unique acteur indépendant spécialisé sur le marché de la protection juridique, dans la résolution amiable de leurs litiges, et leur apporte toute l'information juridique nécessaire. Et il est sensibilisé au sujet de la protection sociale des parents aidants en étant lui-même parent et représentant du personnel chez CFDP. Donc il pourra nous apporter ce double éclairage. Ensuite, nous donnerons la parole à Alexandra Caringi. Alexandra est directrice de l'action sociale et services de suivi médical au sein du groupe Apicil sur les métiers santé et prévoyance, est spécialisée dans la protection sociale complémentaire et elle a exercé pendant plus de 10 ans dans la conception de produits et services à destination de l'entreprise et de ses salariés. Ensuite, nous aurons Olivier Brasseur-Legris, directeur général d'un groupe associatif de l'économie sociale et solidaire, administrateur d'Exopé. C'est un GIE de plus de 1700 salariés à l'année. Il participe à développer le dialogue social au niveau national au sein de sa branche en siégeant au conseil d'administration de son syndicat, donc Exopé. Et il participe au comité national de filière et au groupe de travail de l'Observatoire du dialogue social. Et enfin, David Libre, qui est cofondateur, directeur de la stratégie du développement chez PayBeSafe, qui a une expérience de 25 ans dans l'assurance, dont 13 ans dans l'assurance des professionnels de santé, où il a été confronté à la détresse des familles confrontées au handicap. Et donc chacun d'entre eux va très brièvement, en 10 minutes, présenter son point de vue pour qu'on puisse ensuite échanger avec la salle. Et je donne donc d'abord la parole à Stéphane Sangoy qui va nous faire donc cette présentation d'un état des lieux de ce qui existe. Merci. Donc oui, après les exemples qu'on a vus ce matin, ça va pas être simple de démontrer toutes ces protections sociales, mais il y en a un petit peu, donc on va essayer de faire le tour d'horizon de ce qui existe. Donc aujourd'hui, le statut de parent aidant on l'a vu, n'est pas défini en tant que tel dans la loi. Donc il va reposer principalement autour de 2 congés. Le congé de proche aidant, tout d'abord, instauré par une loi de 2015 sur la protection, sur la société en vieillissement, et mis en place en 2017. Et à côté de ça, nous avons le congé de présence parentale, qui aurait pu, comme on l'a vu ce matin, s'appeler congé de parents aidants, mais le terme n'a pas été repris à l'époque. Et aujourd'hui, donc, la protection du parent aidant est principalement sous ce terme de congé de présence parentale, qui lui existe depuis plusieurs années, mais on a vu ce matin qu'il n'était pas forcément évident à mettre en place. Donc ce sont des congés de droit, il y a des conditions pour les remplir, mais dès lors qu'elles sont remplies, l'employeur ne peut pas les refuser. Donc pendant ce congé, le contrat de travail est suspendu, le contrat s'arrête, la rémunération s'arrête, et les parents peuvent donc s'occuper de leurs enfants en situation de handicap ou atteints de graves maladies, et bénéficier éventuellement de l'aide de la CAF pour toucher des allocations journalières. Donc soit les allocations journalières de proche aidant pour le congé de proche aidant, soit les allocations journalières de présence parentale pour le congé de présence parentale. Ces allocations ouvrent droit à cotisation retraite. Elles comptent pour la retraite et pour l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Ces congés peuvent être fractionnés en temps partiel
ou enfin peut-être être fractionné, pardon, ou être transformer le contrat de temps plein à temps partiel. Donc, le congé de proche aidant est principalement décidé pour aider un aîné, un parent, congé relativement court, de 3 mois renouvelable une fois sur une période d'1 an uniquement, sauf disposition de convention collective dérogatoire. Par contre, à côté, le congé de présence parentale, lui, est beaucoup plus long. Il peut aller jusqu'à 3 ans, 10 jours ouvrés sur une période de 3 ans. Donc on a vu soit fractionnable, soit en temps partiel. Et cette période peut être doublée. Dernièrement, en juillet 2023, une loi est venue protéger, renforcer les droits donc, des parents aidants en congé de présence parentale, en prenant une disposition qui peut surprendre, mais en protégeant le salarié contre toute mesure de licenciement dès lors qu'il est en congé de présence parentale, au même titre que les salariés enceintes, par exemple. Cette loi est venue renforcer également l'accès au télétravail pour les parents qui souhaitent prendre un congé de présence parentale fractionné, par exemple, ou à temps partiel. Elle prévoit également, à terme, que la CAF fasse qu'il y ait une avance sur l'allocation journalière qui soit possible par les CAF, sans l'accord de la CPAM, ce qui n'est pas prêt aujourd'hui d'être mis en place. Les congés légaux en cas d'annonce donc d'une maladie ou d'un handicap chez l'enfant, ou en cas de décès, donc sont allongés, relativement courts, mais ils sont quand même allongés. Donc la protection est renforcée à ce niveau-là. Et ensuite, la loi vient renforcer les droits du parent aidant en tant que locataire. Dès lors qu'il est en congé de présence parentale, le bailleur ne peut pas s'opposer au renouvellement du bail, ce qui n'était pas le cas jusque-là. Et enfin, elle vient faciliter le renouvellement de ce congé. On a vu qu'il pouvait être doublé. Donc ça, c'est les 2 congés principaux. À côté, il y a un petit congé qui est moins utilisé. Déjà, ils ne sont pas beaucoup utilisés, mais le troisième est encore moins. C'est le congé de solidarité familiale pour accompagner un proche en fin de vie. Et donc, en dernier lieu, à côté de ces congés légaux, il y a aussi la possibilité, donc, comme on connaît aujourd'hui, le don de jours de congé inscrit dans le Code du travail pour les salariés aidants dans les entreprises. À côté de ces congés, l'employeur peut prendre d'autres dispositions, notamment dans le cadre de son obligation de sécurité de résultats pour la santé et la sécurité de ses salariés. Chaque année, il est obligé d'établir un programme annuel de prévention des risques, notamment les risques psychophysiques et mentaux. Et à ce titre-là, il doit identifier tous les risques présents dans l'entreprise pour ses salariés. Donc on parlait ce matin de faire connaître la situation d'aidant. Les statistiques estiment qu'à 2030, un actif sur 4 sera aidant. Donc ce risque peut tout à fait s'envisager d'être pris de plus en plus en compte dans le cadre du programme annuel de prévention des risques, et notamment au niveau de la charge de travail des salariés. Ensuite, dans le cadre du CSE, comme dans les entreprises comportant un comité social et économique, il y a 4 réunions aujourd'hui obligatoirement portées sur la sécurité et la santé au travail. Donc là aussi, il est tout à fait possible de faire remonter par les élus du personnel ce risque pesant sur des collègues qui n'ont pas osé faire remonter, soit qui ont rencontré des difficultés avec l'employeur pour protéger leurs droits. Donc on peut tout à fait utiliser ces 4 réunions-là pour faire bouger les choses au niveau de l'employeur. Et ça passe aussi par un devoir d'information, on l'a vu ce matin, donc mais il y aura un devoir d'information descendant auprès des salariés et auprès des managers. En dernier point, 2 derniers points, au niveau de la responsabilité sociétale des entreprises aujourd'hui et des négociations annuelles obligatoires, l'employeur peut aussi, avec les représentants syndicaux, envisager des mesures dérogatoires à ces dispositifs qui soient plus avantageux. On l'a vu, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, la loi de 2023 prévoit aujourd'hui que l'employeur doit prévoir des dispositions spécifiques dans l'accord de télétravail de l'entreprise pour les salariés en congé de présence parentale, au même titre que les femmes enceintes ou les personnes en situation de handicap. Pourquoi pas aller plus loin demain? Aujourd'hui, on parle de plus en plus de la semaine de 4 jours. C'est peut-être aussi une idée à faire valoir dans les entreprises pour faciliter les droits des salariés aidants.
ou pourquoi pas obliger aussi à la mise en place du compte épargne-temps dans toutes les entreprises, en prévision future d'un besoin de congé, comme on a pu le voir ce matin. Alors merci pour ce tour d'horizon, Stéphane. On va donner la parole à Alexandra Karalji dans l'idée d'expliquer quel est le rôle finalement des acteurs de la protection sociale pour couvrir ce risque en fait d'aidance des parents, l'impact aussi de l'absentéisme et du présentéisme sur les contrats d'assurance et les dispositifs qui existent aujourd'hui et pourquoi ils sont faciles ou pas à mettre en œuvre. Tout à fait. Bonjour à tous. Je voulais dire aussi que c'était un plaisir d'être là parce que ça permet d'avoir des partages d'expériences qui sont des points concrets à partager aussi avec nos interlocuteurs et avec nos équipes, puisque nous-mêmes, on doit être exemplaires dans les dispositifs qu'on fait évoluer pour nos propres collaborateurs. Pour répondre à notre rôle en tant que groupe de protection sociale, si je raisonne large, je dirais que c'est de faire évoluer cette protection sociale, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, elle est a priori insuffisante, en tout cas qui manque des briques. Donc nous, notre rôle, ça va être de poser des briques supplémentaires sur un édifice qui mérite d'être renforcé, voire construit, parce qu'il manque quand même beaucoup de choses. Et donc, pour ça, on a un rôle qui est un petit peu à trois têtes, si je peux le résumer aujourd'hui. On a une action auprès des entreprises, puisque malgré tout, en tant que groupe de protection sociale, on est un des interlocuteurs privilégiés de l'entreprise sur la protection sociale des collaborateurs et des parents aidants qui continuent à travailler. Auprès des assurés, puisque là aussi, on voit que la naissance, c'est déjà un chamboulement, quand en plus, il y a une attention particulière apportée à un petit enfant, et pour plusieurs années, voire pour la vie, ben forcément, il y a des impacts dans la vie quotidienne, et donc on se doit d'apporter des solutions également pour soutenir et accompagner nos assurés directement. Et puis enfin, un troisième rôle, un pilier qui va être plus sociétal, c'est-à-dire de contribuer à la création de solutions, de dispositifs pour pouvoir enrichir justement l'accompagnement et la protection sociale. Donc sur le premier axe qui concerne l'entreprise, vous l'évoquiez très, très justement, et malheureusement, alors c'est pas forcément la casquette que je préfère, mais néanmoins c'est celle qu'il faut qu'on ait aussi pour créer un déclic ou une prise de conscience chez les partenaires sociaux, chez les décideurs, les DRH. C'est cette notion de risque qui est associée à la situation de parents aidants, puisqu'on le voit, on en a parlé à plusieurs reprises ce matin, il y a effectivement du présentéisme parfois, ou au début, parce que des collaborateurs souhaitent, essayent de continuer à exercer leur activité professionnelle tout en ayant effectivement des contraintes et un rôle particulier auprès de leur enfant. Donc le présentéisme, forcément, ça veut dire qu'on vient travailler, mais avec des préoccupations très lourdes, parfois une impossibilité d'assurer la charge de travail, une baisse de productivité, manque de concentration, beaucoup de frustration, de culpabilité aussi vis-à-vis des collègues, enfin bon, tout ce qu'on a pu évoquer ce matin. Et bien sûr, à l'issue, ça se traduit souvent par de l'absentéisme. Et là, donc, quand on s'adresse aux entreprises, on parle bien sûr de risques assurantiels. Aujourd'hui, il existe dans les couvertures de prévoyance collective des risques que je dirais presque traditionnels, parce que les offres de prévoyance n'ont pas beaucoup évolué, puisqu'on vient en complément de ce qui est pris en charge par le régime général. Donc, vu qu'on est en complément d'un socle qui lui-même n'évolue pas beaucoup, on reste sur les risques classiques d'arrêt de travail, d'invalidité et de décès, la plupart du temps. Et quelque part, là, on a quand même un rôle à jouer, parce que s'il n'y a pas de protection sociale complémentaire sur la prévoyance et qu'il n'y a pas de couverture arrêt de travail, par exemple, les salariés qui sont aidants et qui se retrouvent en arrêt font face également à une baisse de revenus qui peut être significative, qu'on a évoqué également plusieurs fois ce matin. Et donc déjà de faire un premier pas sur la prise de conscience de la nécessité d'avoir à minima une couverture en arrêt de travail qui soit solide et suffisante, ça permet déjà d'avoir le socle qui peut permettre justement d'amorcer les étages d'après sur la qualité de vie au travail et les aménagements des conditions de travail, rythme, horaire, télétravail, etc. Et puis peut-être également une démarche sur la position d'offres supplémentaires, en plus de la protection complémentaire, comme on peut le voir avec la garantie d'efficience à la naissance, par exemple, qui peut venir apporter une brique de plus dans la construction de la protection sociale. Donc on a vraiment ce rôle
des veilleurs de conscience, de lanceurs d'alerte sur quels sont les impacts en termes de risques, en termes de baisse de revenus que peut avoir ce type de situation auprès des collaborateurs. Par ailleurs, et ça c'est plutôt le rôle qu'on a auprès de nos assurés directement, puisqu'on a aujourd'hui, et notamment, alors là je sors plutôt ma casquette sociale, puisque je viens de parler plutôt de la casquette assurantielle, sur la partie sociale, aujourd'hui on a mis en place des dispositifs qui permettent de soutenir individuellement les assurés qui font face à une situation de parent aidant, avec là aussi une approche un petit peu 360, parce qu'il y a bien sûr le soutien financier, mais il y a aussi de l'accompagnement, de l'orientation, typiquement, bon, là je parle par exemple pour mon équipe sociale, où j'ai une assistante sociale, des délégués sociaux, lorsqu'ils ont une demande de la part d'un de nos assurés qui est parent aidant, déjà on va s'assurer que tous les dispositifs qui viennent d'être évoqués par Stéphane ont été sollicités. Et souvent on a des assurés qui sont désemparés, en fait ils savent pas du tout auprès de qui s'adresser, comment s'y prendre. Donc nous, on a déjà un premier rôle d'aiguilleur, de mise en relation et d'accompagnateur quelque part sur le plan organisationnel, administratif, pour pouvoir s'assurer que les bons dispositifs ont été sollicités pour avoir quelque part toutes les aides possibles et créer quelque part des béquilles pour l'assuré qui s'adresse à nous. Et puis par ailleurs, en complément, là aussi, on a la possibilité d'attribuer des aides financières pour, par exemple, bénéficier de séjours répit que les familles ne peuvent pas financer elles-mêmes, sur de l'adaptation du domicile ou du véhicule, pour pouvoir, par exemple, charger un fauteuil roulant dans le véhicule. Et c'est des coûts qui sont très élevés, hein. Là, on parle de plusieurs milliers d'euros, parfois bien plus de 10 000 euros. Donc, quand il y a en plus une baisse de revenus, faire face à des dépenses de ce type, c'est très, très compliqué pour les familles et c'est une très grosse frustration. Donc, on peut intervenir également là-dessus, sur du soutien psychologique, bien entendu, si la famille ne peut plus payer les consultations. Donc, on a une approche là aussi qui va être très personnalisée pour pouvoir apporter un soutien auprès de nos assurés, avec 2 mais. Le premier mais on est sur une approche sociale, donc ça veut dire que c'est conditionné par les ressources, ou en tout cas le reste à vivre, même si on essaie d'avoir l'approche la plus large possible. Donc tout le monde ne peut pas en bénéficier, donc on n'est pas tout à fait dans un dispositif totalement collectif et mutualisé, là en l'occurrence. Et puis un deuxième mais qui est le défaut de sollicitation que vous évoquiez. On se rend compte aujourd'hui que même si ces solutions existent, on a très peu de demandes. Alors, est-ce que c'est un manque de communication, de connaissance, de reconnaissance de son propre statut et de se dire, bon, ben voilà, j'ai peut-être droit à une aide, je vais aller la solliciter. On a beaucoup de nos assurés qui nous témoignent qu'ils avaient connaissance depuis quelque temps du fait qu'il y avait des aides, mais que de faire la démarche, de se mettre en posture, de demander de l'aide, c'est très compliqué pour eux. Alors déjà, de se reconnaître aidant, c'est compliqué. Et d'aller demander de l'aide alors qu'on veut avoir cette autonomie financière, qu'on ne veut pas être quelque part résumé à un cas social, hein, c'est ce qu'ils nous disent. Et là, je parle avec les mots qu'ils évoquent pour nous dire, mais voilà, moi j'ai travaillé toute ma vie, j'ai eu un enfant, il se trouve qu'il est dans une situation qui est compliquée, je ne veux pas être assimilé à un cas social. Et donc là-dessus aussi, on a un devoir d'évangélisation, de démocratisation et en tout cas d'infuser la connaissance de ce statut particulier, de ce qu'il entraîne pour faciliter la prise de parole. Voilà. Et donc, ça, effectivement, ça fait partie des sujets sur lesquels on essaye d'amorcer des changements pour pouvoir provoquer quelque part l'entrée en relation de nos assurés avec nos services. Et puis, le troisième pilier, c'est sur la partie sociétale, où là, effectivement, alors on a la chance d'avoir dans nos groupes de protection sociale, alors je parle pour Apicil, mais c'est le cas de plusieurs autres, hein, des fonds sociaux qui nous permettent d'avoir des actions collectives auprès notamment des associations ou d'établissements de santé pour pouvoir créer des dispositifs innovants qui vont être utiles pour les familles. Alors, je prends l'exemple de Lyon, par exemple, la métropole aidante, qui fait aujourd'hui figure de premier guichet unique de France qui permet d'arriver pour un parent aidant avec sa problématique, sa situation de vie, le cas de son enfant, et de dire, aidez-moi, mettez-moi en relation avec les bonnes associations, les bons dispositifs qui existent sur mon territoire. Et donc, ce modèle est en train de se répliquer dans d'autres villes ou métropoles ou départements de France. Je prends le cas également d'Aloïs, avec une représentation dans la salle sur la création de la première clinique de diagnostic et de création d'un parcours de soins pour les parents d'enfants qui sont TDAH. Donc ça n'existait pas. Et donc, ça fait partie des initiatives qu'on est très fiers de pouvoir accompagner parce que ça répond vraiment à un besoin et
très concret des parents. Et voilà, différents dispositifs comme ça, la création de maisons de répit, pour pouvoir quelque part mailler et créer des solutions concrètes qui vont vraiment apporter finalement un gain pratique, logistique, financier, dans le soin, dans l'accompagnement du parent, de son enfant, sur l'ensemble du territoire. Donc voilà, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses qui sont déjà engagées. Et puis surtout, l'idée derrière, c'est de pouvoir provoquer une prise de conscience beaucoup plus globale de la nécessité de créer de quelque chose de beaucoup plus généralisé. Merci Alexandra. Et justement, sur cette problématique de la sous-déclaration, donner la parole à Olivier Brasseur-Legris, parce que c'est un sujet dont on a pas mal parlé, de se dire quels sont les facteurs de la sous-déclaration à l'employeur et comment est-ce qu'on va réussir justement à passer cette barrière, qui est une barrière psychologique, et comment est-ce qu'on peut étendre les droits et créer des nouveaux droits. Oui, merci. C'est un peu mon focus depuis quelques temps. On a chacun ses dadas, celui en fait partie. Alors, en liminaire, avant de répondre, petite quand même rapide présentation, mais très très rapide, puisque Exopé et les organisations professionnelles, c'est pas forcément partagé et connu de tous. La particularité, c'est que, et c'est aussi d'où mon témoignage, de faire le va-et-vient entre ce qui est porté à l'échelle d'une branche et ce qui peut être ensuite relayé ou porté à l'échelle de l'employeur. C'est la spécificité d'une organisation professionnelle, c'est que si ça négocie évidemment des accords de branche et le poids de la convention collective peut être extrêmement important, néanmoins ça représente des adhérents qui se représentent eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils sont employeurs en tant que tels. C'est 12 000 employeurs Exopé et un peu moins de 200 000 salariés, quelque chose comme ça, de mémoire, je crois. Et vous en avez tous autour de chez vous, l'auberge de jeunesse, le centre social, la crèche associative, la radio associative locale. Ce sont des dispositifs, des entreprises, peu importe la forme juridique, vous m'excuserez du peu, qui peuvent être adhérents d'Exopé, qui peuvent appliquer les conventions collectives correspondantes. Sauf que dans les faits, si les droits ne sont pas appliqués, en effet, si on n'a pas ce recours à ce droit, ça reste de la littérature. Donc, et vous l'avez très très bien décrite, c'est-à-dire qu'il y a des dispositifs qui existent. On pourrait encore faire mieux, je pense, et j'en parlerai tout à l'heure sur la question du poids des NAO, parce que ça, c'est un focus extrêmement important, je pense, dans l'articulation entre ce que proposent les branches, les conventions collectives, et ce qu'on peut mettre en place au niveau des entreprises. Première étape, je pense vraiment pour lever les barrières, c'est d'abord de se regarder un petit peu en tant qu'organisation et faire le jeu d'influence entre ce qui se passe dans la convention collective avec les collègues. En clair, il faut se regarder dans le miroir. Clairement, la question du handicap, la question de la prise en charge des aidants, quelles que soient les bonnes intentions, les valeurs, les missions, et surtout dans des structures qui ne sont pas forcément lucratives, on peut être empreint d'un très très beau projet d'entreprise ou un projet associatif, peu importe le terme que vous y mettez, en tout cas un projet stratégique qui est très très beau sur le papier, avec les meilleures valeurs du monde, sauf que dans les faits, vous avez les mêmes freins qui s'exercent si vous n'avez pas une démarche de qu'est-ce qui s'applique, quels sont les freins en tant que tels et quelles sont les compositions en fait dans mon organisation. Est-ce que j'ai plus de femmes? Est-ce que j'ai plus d'hommes? Est-ce que j'ai des temps partiels? Est-ce que j'ai des temps complets? Et puis est-ce que j'ai des gens qui sont éloignés de leur vie, de leur domicile pour aller au travail? Cette photographie-là, elle s'accompagne aussi de quelle est ma représentation du handicap? Puisque d'ailleurs la question de... Si vous assimilez la question du handicap uniquement aux jolies barrières sur les toilettes et à la rampe pour accéder au bureau, je suis un peu provocateur quand je dis ça, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que l'échange que j'avais en interne, c'était « mais on n'a pas besoin de rampe, d'escalier ». Mais en fait, ce n'est pas le sujet, parce que là, on va toucher que 5% de la population. Donc parmi nos salariés, on va toucher que 5% des salariés correspondants. Et donc cet effet-là est déjà un premier important, je pense véritablement, avoir cette photographie et puis cette humilité. Parce que vraiment, cette humilité de se dire on en est loin, et on va juste faire aussi une identification de tout ce qui bloque. Donc, on va mettre des mots sur des choses et on va se décomplexer. On n'est pas bon, globalement. On n'est pas bon par rapport à un indicateur qu'on ne mesure pas non plus. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment de thermomètre dans les structures, où il y a peu de structures qui ont été mis en place des thermomètres pertinents. Alors, dans les structures avec un vrai département action-sociale, c'est le cas. Là, je parle des organisations qui ont entre le premier employé, qui ont entre 1 et 8000 employés pour la plus grosse. Donc évidemment que cette hétérogénéité des modèles d'organisation
oblige à cette humilité. Deuxième levier, quand je parlais de décomplexer aussi le sujet, c'est de se dire comment on va aborder la question. Et je suis convaincu, tant dans les ambitions qui sont portées à l'échelle de la branche, que dans la transposition qui peut être portée aussi par les employeurs, qu'on doit rendre ordinaire en fait, les dispositifs au maximum. Dès l'instant où vous créez une segmentation supplémentaire, une discrimination supplémentaire, dans la façon dont vous abordez le sujet, vous créez un frein nouveau. Alors qu'il y ait une typologie des risques d'ailleurs nécessaire, qu'il y ait des catégorisations de services, parce que individuellement, c'est le travail qui est nécessaire dans une approche contractuelle, mais que nous, dans la démarche de vulgarisation du dispositif, dans la démarche de verbalisation même des dispositifs, on doit pouvoir rendre les choses le plus ordinaires possible. Et puis il y a un troisième levier, c'est à l'inverse, comment on peut, je parlais d'attirer les talents tout à l'heure, comment à l'échelle d'une branche et à l'échelle des différentes conventions collectives, on structure notre marque employeur, c'est un mot à la mode, mais on structure une approche qui de toute façon est non segmentante et non stigmatisante. Et donc comment on aborde cette question-là autour de la valeur ajoutée individuelle à accueillir un salarié correspondant, parce qu'il sait que dans telle convention collective, il va y avoir des dispositifs qui vont se déclencher automatiquement en confidentialité avec un certain nombre de facilités, et qu'il n'a même pas du coup besoin d'avoir une demande auprès de son manager finalement, et que ça soit anonymisé et en même temps individualisé. Et donc cette articulation-là est compliquée, elle est fine. Hein. Mais je vais prendre un exemple très très concret. Vous parliez tout à l'heure, dans votre présentation, vous évoquiez la question des jours. L'analyse qu'on a pu porter nous, au niveau local a été que ces jours de don de jours de repos, par exemple, de don de jours de RTT, par exemple, entre collègues, ne fonctionnaient pas. Alors on avait un super dispositif, hein, mais il ne fonctionnait pas. Peu de choses près. Pourquoi ? Parce que c'est compliqué d'aller dire à son collègue tu ne vas pas me donner 5 jours. Ou à l'inverse, je ne vais pas te le donner, parce que tu vas me le rendre. Enfin, c'est compliqué dans la relation qui se passe. Alors peut-être qu'il y a des boîtes qui le font très très bien. Hein. Et pourtant, c'est des structures de service. Hein. Et c'est des structures à la personne, et c'est des structures sociaux. Hein. Et des structures à vocation sociale, pardon. Pour autant, il y avait ce frein. Alors, comment rendre ces jours, je pensais aux jours tout simplement de prise, qu'elles soient non stigmatisantes, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas besoin de déclarer, de justifier. Et donc le sens justificatif devient un élément extrêmement important qui s'inscrit dans le rapport de confiance qui s'exerce au sein des salariés. Alors, la convention collective, je dis toujours, c'est un plancher. La convention collective, c'est un plancher. Ça ne veut pas dire que l'employeur doit se cantonner à ce qui se propose dans la convention collective. Alors, c'est un plancher pour tous, c'est une référence, mais on doit être parfois plus ambitieux en fonction de la photographie que nous avons. Merci Olivier. On va donner maintenant la parole à David Libre, qui va nous expliquer quelle était la démarche justement de la création de la garantie d'efficience à la naissance et d'en parler des possibilités de déploiement et des bénéfices. Alors, bonjour à toutes et à tous. L'exercice n'est pas évident parce que je suis partie prenante de l'organisation de cet événement et je vous remercie toutes et tous pour votre présence. Et puis, je suis aussi partie prenante dans le titre qui est quel est le rôle des professionnels de la prévoyance. Alors, j'avais prévu vous faire une présentation assez structurée, j'avais pris des notes, j'avais écrit des choses, et puis vous voyez, j'ai tout griffonné au fil de vos interventions. Donc, en fait, on est parti, le rôle que l'on s'est donné, est parti d'une aventure humaine et depuis ce matin, on ne parle que d'humain. Donc, je vais changer la façon dont je voulais vous parler de Baby Safe et du rôle que l'on a au milieu de vous. En fait, l'aventure a commencé par une rencontre entre mes deux associés et moi-même. Nous étions dans une compagnie d'assurance spécialisée en risque médical. Donc nous étions l'assureur des soignants, des gynéco-obstétriciens notamment, et des cliniques obstétricales. Et c'est à ce moment-là que l'on a été confronté indirectement à la souffrance de ces parents qui accueillaient un enfant avec un handicap, une déficience, et qui venaient chercher des réponses.
Et ils n'avaient pas les réponses, et ils venaient chercher des responsabilités. Et malheureusement, ce qu'il faut savoir, c'est que dans 100% des recherches de responsabilité, eh bien dans 80% des cas, la naissance d'un enfant avec une déficience découle d'un aléa, et malheureusement, ça n'entraîne pas de reconnaissance de responsabilité. Et nous étions face à ces familles qui avaient passé beaucoup de temps à essayer de chercher des réponses, à engager des responsabilités, mais c'était un peu des appels au secours, détournés, aidez-nous, qu'est-ce qu'on fait pour nous? Et personne ne faisait rien pour eux. Donc un jour, avec Florent et Denis, on s'est posé la question de savoir que devenaient ces parents. Donc on en a interviewé un certain nombre, et on leur a demandé comment ils vivaient ou comment ils avaient vécu cette expérience malheureuse, et de quoi estimait-il avoir eu besoin et de quoi avait-il manqué. Et à partir de là, on a construit un ensemble de solutions d'accompagnement en se disant, ces familles, voilà de quoi elles peuvent avoir besoin. Bon. Sauf que lorsqu'on a fini ce premier travail, tout ça, ça a un coût. Et venant tous les trois de l'assurance, on s'est dit, on n'a qu'à créer une garantie d'assurance qui permettra le financement de ces solutions. Donc, on est vraiment... C'est à ce moment-là, et là j'en reviens au titre, il était là notre rôle. Il était de créer cette garantie d'assurance, la garantie déficience à la naissance, qui s'intègre dans un dispositif de protection sociale complémentaire, assurance collective tout à fait traditionnel, mais dont l'objet est vraiment l'accompagnement de ces familles à travers un ensemble de services, à travers un ensemble de solutions qui sont coordonnées. On est vraiment en mode case management. Et là, tout le rôle de BabySafe était posé. Donc ensuite, on a dû et puis effectivement réfléchir à qui doit s'adresser, à qui peut s'adresser cette garantie. Donc on s'est concentré sur la naissance de l'enfant déficient et tout ce dont avaient besoin les parents autour de ça. Donc vraiment, notre rôle aujourd'hui, c'est pas d'être assureur, parce que l'assurance, la garantie d'assurance, elle a été créée. Aujourd'hui, notre rôle est d'accompagner ces familles en fonction de l'état, de la pathologie, des conséquences de la pathologie pour cette famille. Voilà. Donc, vous en dire, voilà, je peux vous dire beaucoup de choses, mais la problématique adressée de façon plus synthétique, c'est vraiment ce besoin d'accompagnement non satisfait, voilà, au profit d'une population qui est extrêmement fragilisée, on le voit depuis ce matin, et qui vit le traumatisme de la naissance de l'enfant handicapé. Donc, on est vraiment dans le champ de l'assurance, on est dans le champ de l'accompagnement, et on est dans le champ de la solidarité. De la solidarité au sein de l'entreprise, de la solidarité des entreprises au sein d'une branche. Et vraiment, étant SAS à mission, on a dans nos statuts une phrase qui dit que notre rôle est d'apporter un soutien immédiat et inconditionnel. Immédiat parce que dès le jour de la naissance, à partir du moment où l'entreprise a souscrit cette garantie, eh bien, le parent peut être accompagné, et inconditionnel, puisque pour bénéficier de cette garantie, si l'entreprise l'a souscrite, entre guillemets, première question, la personne qui vient voir BabySafe est-elle salariée d'une entreprise qui a souscrit? Oui. L'enfant est-il déficient? Oui. Égale, la garantie est acquise. Ça, c'est vraiment hyper important. Ensuite, de façon plus générale, on a beaucoup parlé ce matin de solidarité nationale. On ne vient pas en remplacement des dispositifs qui ont été mis en place. On est là vraiment en complément. Et de façon structurée et de façon organisée. Depuis le début de la matinée, j'ai entendu
tout un tas de choses. J'ai pris des notes et il y a des mots qui résonnent. Lassitude, peur, isolement, abandon, solitude, épuisement. Bon, tout ça, ce sont des choses qui sont la résultante de ce fameux sentiment d'abandon des familles qui ne savent pas à qui s'adresser. Nous, notre petit rôle, si je puis dire, eh bien, c'est d'être à l'écoute et d'aider ces familles à construire un parcours d'accompagnement de l'enfant, mais pas seulement. La garantie déficience à la naissance, elle a vocation à accompagner les parents, mais aussi la fratrie, mais aussi un cercle, une cellule familiale plus large, puisque, encore une fois, quand on écoute tous les témoignages poignants de ce matin, tout le monde est vraiment concerné. Voilà. Donc ça, c'est... J'ai plus de temps. Fini. Parce que je te voyais lever le micro. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais présenter et j'espère que je vous ai fait ressentir le rôle que Baby Safe s'est attribué dans ce monde un peu en friche. Alors après, une dernière chose. Ce matin, à plusieurs reprises, le mot authenticité a été prononcé. Donc je vais faire ma minute d'authenticité aussi. Bon, j'ai beau être cofondateur de Baby Safe, être investi dans ce que je fais jour et nuit. Ce matin, je me suis senti tout petit. Et j'ai pris une grande claque, alors que je suis quand même bien placé pour savoir tout ce qui se passe. Et je voulais vous remercier toutes et tous, parce que je vais rentrer chez moi ce soir et je vais être encore un petit peu plus convaincu du sens de mes journées. Voilà. Merci. Merci Nadia. Alors, on va peut-être donner la parole au public. Oui. Jérôme. Oui, merci. Jérôme Bonizet, un collègue d'Alexandra chez Apicil. C'est pas tant une question, c'est plus un commentaire. On a, je crois, un état de fait où personne ne discute la réalité, la difficulté que vivent les parents d'enfants extraordinaires. J'aime bien ce terme utilisé par certains. Et au fond, c'est quelle solution on apporte. Effectivement, on voit que l'État, il y a des solutions qui existent, mais pas toujours coordonnées, et qui ne vont pas assez loin. C'est peut-être pas personnalisé non plus. Elles sont un peu financières et peut-être pas totalement adaptées. La vraie question, c'est si on regarde un peu en arrière, c'est à chaque fois qu'il y a eu des problématiques humaines à régler, elles se sont souvent réglées dans le cadre de l'entreprise, parce que c'est notre modèle social qui est comme ça. Il se construit par... Alors, c'est parfois critiquable, mais le droit au travail, et quand on travaille, on gagne des droits en tant que salarié. C'est comme ça qu'on a découvert notre santé, notre prévoyance. Et il y a deux réalités, celle des grandes entreprises qui peuvent en interne l'organiser. Et c'est là où nous, on estime qu'on a un rôle à jouer pour faire connaître, faire savoir qu'il y a des dispositions comme celle-là à des DRH, à des syndicats de salariés pour développer, négocier des droits sociaux pour les salariés des entreprises. Et puis les petites entreprises qui font 95% des entreprises en France, les moins de 10, les moins de 20. Et celle-là, c'est pas au niveau de chaque entreprise que ça peut se faire. C'est au niveau des branches professionnelles, c'est des acteurs économiques dans lesquels Olivier exprimait le rôle de négociateur qu'ont les branches pour créer du droit pour des salariés. Et c'est dans les branches que sont nés quasiment tout, en dehors des entreprises très significatives, que sont nés tous les droits sociaux de protection sociale et plus. D'ailleurs, même les droits à congé sont souvent améliorés par rapport à la loi, au Code du travail. Donc il y a tout un boulevard devant nous, il y a un cheminement pour pousser, inciter à négocier dans les professions entières. Et c'est ce à quoi on va s'atteler, nous, Apicil, mais aussi d'autres acteurs de la protection sociale, d'autres groupes, des confrères souvent paritaires et mutualistes, qui sont conscients qu'on a un rôle à jouer pour créer du droit pour des salariés. Et qui, au final, le jour où c'est normalisé, comme aujourd'hui la prévoyance, arrêt de travail, les frais de santé, on aura une victoire. Il faudra certainement beaucoup de temps, peut-être 10 ans, pour que ça se généralise, en tout cas je le souhaite. Mais globalement, on a devant cette réalité un rôle d'acteur pour créer et faire créer du droit par les partenaires sociaux. Et les deux étages sont là. C'est les grandes entreprises qui peuvent le faire à leur niveau parce qu'elles ont une taille suffisante. Et puis les branches professionnelles, profession par profession, qui peuvent normaliser du droit et le créer obligatoirement.
Et on a un cercle vertueux, je pense, de négociation devant nous. En tout cas, c'est la conviction que nous portons. Et on va œuvrer pour ça dans les mois et les années à venir. Oui, effectivement, le sujet de la normalisation, on l'a abordé quand on a préparé effectivement cette table ronde, de se dire qu'il y a des choses qui existent, qu'elles sont un petit peu saupoudrées, qu'elles ne sont pas forcément coordonnées, et que tant qu'il n'y aura pas une normalisation, ça sera difficile pour les parents d'aller vers en fait ces solutions, et il faut que ça devienne la norme pour que ça soit possible. Et puis là, on parle des aidants salariés, mais il y a aussi beaucoup d'aidants non salariés, et en fait, en réalité, il y a beaucoup plus d'aidants non salariés que salariés, puisqu'ils sont souvent obligés de renoncer à leur activité professionnelle. Donc effectivement, la négociation au niveau des branches, c'est quelque chose qui est tout à fait fondamental. Dans le micro, Oui, c'est ça. Mais après, il y a aussi des couvertures qu'on peut activer, heureusement, après la naissance de l'enfant. Là, on parle de la couverture de la GDN, mais voilà, l'idée, c'est que ça se déploie sur d'autres populations. Est-ce qu'il y a d'autres questions à nos intervenants ? Oui. Bonjour. Alors moi je suis parent aidant. Je m'appelle Laurent Savard et je suis parent. Alors c'est super hein, comme solution, mais moi j'ai un gros bébé de plus de 6 ans puisqu'il a 21 ans maintenant. Voilà. J'ai une question en fait un peu technique, très technique même. Enfin peut-être pas si technique que ça par rapport aux retraites dont on a pas mal parlé ces derniers mois. Et quand on est justement parent aidant, alors moi il se trouve qu'en à côté je suis intermittent du spectacle, hein, j'ai un peu une double précarité quelque part. Quid en fait du nombre de trimestres quand on est aidant familial défini dans le cadre d'une PCH? Voilà, comment ça fonctionne précisément? Parce que j'ai l'impression qu'il y a encore un certain flou à ce niveau-là. Et peut-être que quelqu'un parmi vous a la réponse. Je me permets d'ajouter, donc, comment ça peut s'additionner donc, par rapport simplement au trimestre déjà, ou est-ce que ça se confond avec des trimestres? Voilà, et j'ai un peu bossé le truc et ça paraît pas clair du tout en l'état. On bénéficie d'un certain nombre de trimestres, mais pas significatif par rapport au temps d'aidance. Actuellement. Jusqu'à 2 ans. Oui, c'est ça. Voilà. Mais ça n'a pas été modifié. Alors, je suis en train d'essayer de le modifier. C'est vrai ? Ouais. C'est pour ça que je peux vous en parler. D'accord, Ouais. Faut le modifier, je suis au taquet. Hein. Moi aussi, Bon, moi aussi. Je suis maman aidante aussi, donc moi aussi. Ouais, on est d'accord. C'est bon, on a déjà fait un partenariat dans la Tu n'étais pas là salle. peut-être ce matin, mais Charlotte fait du lobbying auprès des Oui. politiques pour faire évoluer la loi, avec déjà des résultats. Si je peux vous aider, Voilà. On va vous mettre en relation. Attends, on est là pour ça, hein, on est là pour faire bouger les choses. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui ? Oui, bonjour. Juste peut-être une remarque par rapport au développement d'une garantie d'accompagnement des aidants au niveau de la branche. Ça me paraît très bien. Nous, en tant que courtier, on fait la promotion, on essaie d'évangéliser également nos entreprises sur des réflexions comme celle-ci, comme la GDN. Mais je perçois une sorte de risque derrière, à savoir que si les branches s'emparent du sujet, dans un environnement où l'État se désengage de plus en plus au niveau de la santé en particulier, et peut-être un jour, on l'a vu là récemment au niveau de l'invalidité, au niveau de la rente d'invalidité, est-ce que quelque part, c'est pas donner crédit à l'État de ne rien faire dès lors que la branche s'empare, donc que le secteur privé s'empare du sujet? Je vais faire une réponse politiquement incorrecte et je vais faire une réponse formelle. Historiquement, quand même, le système français, de par son système, s'est créé grâce aux entreprises. L'État n'est intervenu que très tardivement et il a repris un dossier qui était déjà travaillé fin 19e par les mutuelles et par des structures coopératives d'ailleurs, avant de pouvoir se intégrer à une échelle de risque. Et d'ailleurs aujourd'hui c'est toujours un organisme paritaire, on l'oublie souvent parce que l'État parle beaucoup, en tout cas les personnes qui incarnent l'État parlent beaucoup, mais la réalité c'est que c'est encore un organisme paritaire. Et souvent les caisses paritaires, quand elles fonctionnent plutôt bien. Il suffit de voir que certaines caisses paritaires de retraite, ça fonctionne plutôt bien. Donc il y a une spécialité. Et ça fonctionne. Pourquoi c'est paritaire et pourquoi ça fonctionne bien ?
C'est parce qu'il y a le travail entre les syndicats, alors pour le coup, dans les structures traditionnelles, on va dire, lucratives, et dans les organismes de branche un peu plus lucratives, on a le patronat qui va incarner le patronat, et puis les syndicats qui vont incarner le syndicat. Dans des structures un peu plus souples, il y a un peu plus, évidemment, quand vous n'êtes pas intéressé au capital, ça ne se négocie pas en bas de bilan, ça se négocie sur d'autres démarches. Donc là, vous pouvez avoir une autre négociation. Pour autant, ça fonctionne bien parce que justement, on arrive à se trouver une troisième voie qui permet d'avoir peut-être une vision plus pérenne que parfois ce que peuvent avoir les politiques publiques d'État, qui sont parfois liées à des calendriers beaucoup plus restreints. Et notamment, là pour le coup, ce sera les assureurs qui parleront mieux que moi, mais évidemment, quand on parle de protection, on envisage un risque avec un volume et puis avec une durée. Donc mécaniquement, on assure justement, dans les négociations qui sont portées par les branches, et aussi organisées aussi et structurées dans le cadre du risque de sécurité, des risques portés par les sécurités sociales, organismes paritaires, il y a une vision à long terme qui s'exerce. Alors parfois, il y a des arbitrages étatiques qui peuvent interférer, mais globalement, ça assure une certaine pérennité, et notre système fonctionne bien depuis un peu plus d'un siècle et demi grâce à ça. En tout cas, ça assure sa pérennité. Pour autant, et vous avez... Je suis à demi d'accord avec vous. Pour autant, il y a quand même un autre élément qui, ça n'enlève pas la subsidiarité, en tout cas, n'enlève pas la capacité quand même à l'État à se saisir de certaines questions et à structurer le droit, donc à le réintégrer dans un processus normatif. Qu'il y ait de l'innovation qui soit portée soit à l'échelle de l'entreprise ou soit à l'échelle de la branche, parce que la temporalité est différente. Et donc ça fait lien avec ce que disait Apicile tout à l'heure. Alors, pour le coup, j'ai une jambe dans les deux situations, vous l'avez compris. Une jambe de chaque, en tout cas. Et je vois à quel point c'est compliqué la structuration d'une convention collective et porter l'accord de branche, parce qu'à la fois, elle doit faire l'objet d'une validation par un quorum beaucoup plus important, et puis elle engage l'ensemble de la branche, les 12 000 que j'évoquais tout à l'heure, alors même si elles sont divisées parce qu'il y en a 5, mais elles engagent l'ensemble des entreprises sur ce socle minimal. Et donc, forcément, ça prend beaucoup de temps. La réalité concrète des gens qui vivent la situation qu'on évoquait ce matin, elle ne se fait pas dans 15 ans. Donc, mécaniquement, ça oblige à ce qu'il y ait des facteurs d'innovation. Et là, les facteurs d'innovation vont se faire nécessairement à l'échelle des NAO, à l'échelle des entreprises, qui vont potentiellement être expérimentées, remonter ensuite auprès des partenaires sociaux, remonter ensuite auprès des assureurs. Et là, les assureurs ils vont se dire « Ah tiens, en effet, il y a un service supplémentaire à offrir, on va l'intégrer. » La temporalité est différente. Néanmoins, et j'en finirai là, pour que ça puisse être une question de politique publique à l'agenda des politiques publiques, il faut aussi que la population, ceux qui votent ou ceux qui font les médias, peu importe, s'inscrivent aussi dans cette démarche et que ça soit aussi une question pour eux. Et on opère là une confusion entre ce qui relève de la santé, de la prévoyance et de la retraite, par exemple. Même pour les citoyens, c'est absolument pas clair. Et on l'a vu sur les débats des retraites, que le débat était absolument pas clair entre ce qui relevait des accords de branche, de la convention collective et des accords potentiellement, ce que l'État peut faire ou ce qu'il imagine pouvoir faire un jour. Donc je pense qu'il y a, vous y évoquiez tout à l'heure les leviers et les barrières, vulgarisation du sujet, que ça soit ordinaire, et compréhension aussi du mécanisme des mécanismes de protection sociale qui peuvent être faits de façon non technocratique, mais au moins comprendre ce qui relève de la santé, ce qui relève de la prévoyance, ce qui relève de la retraite. Et c'est pas si facile pour les gens. Peut-être de façon plus ou naïve ou pragmatique, le risque, c'est surtout que si on ne fait rien, effectivement, dans 15 ou 20 ans, il n'existera rien et qu'on fera le même constat dans quelques années. Donc, voilà. Moi, je suis d'avis de créer l'impulsion, quoi qu'il en soit, et plus on multiplie les initiatives, les innovations, les dispositifs, plus on apporte de toute façon des solutions, aussi diverses qu'elles soient, et il faut tenter. Voilà. Je crois que... Oui, juste une petite question, en fait. Maintenant, on raisonne de plus en plus. Alors, il faut être franco-français, mais à la fois aussi à l'échelle européenne. Est-ce qu'il y a d'autres pays européens qui ont des dispositifs peut-être mieux que nous, je ne sais pas, ou pas, mais
Est-ce que vous avez été payé par Denis? En fait, c'est notre prochain Ah, pardon. table ronde. On aura un témoignage de ce qui se passe en Norvège. Alors, où je tiens à ils sont préciser que très je n'ai en pas avance. été rémunéré par Denis. Ou alors, c'est en petit four et en autre Vous avez remarqué, le Voilà. dessert est excellent, donc peut-être. Donc c'est une question qu'on va Eh ben, je aborder la reposerai notamment- tout à l'heure. Parce qu'en fait, on va aborder la question Eh ben, des très bien. solutions et de ce qui existe ailleurs. Ah bah, très très bien. Et je voudrais rebondir quand même sur ce qui a été dit, parce que nous, quand on a préparé les tables rondes, on a eu ce débat avec plusieurs intervenants de se dire qu'est-ce qui relève du rôle de l'État, qu'est-ce qui relève du rôle des entreprises. Et en fait, on est allé encore plus loin avec Aurélia quand on a préparé à se dire que finalement, c'était même pas ça la question, c'est qu'est-ce qui relève de moi en fait, qu'est-ce qui relève de chacun d'entre nous. Et que c'est bien que l'État ait un rôle, et son rôle d'abord c'est de légiférer, c'est quand même le rôle de l'État, c'est d'offrir un cadre. Mais une fois qu'on a ouvert ce cadre, si les entreprises et les gens individuellement ne s'inscrivent pas dans ce cadre, on n'aura rien compris. On ne crée pas une société inclusive en demandant à l'État de suppléer des difficultés. Donc finalement, c'est un vrai projet de société qui est différent de se dire l'État nous doit. En fait, l'État nous doit nous donner les moyens d'eux. Les entreprises s'inscrivent dans le cadre du bien-être de leurs salariés, de leur rôle social, de relayer, d'amplifier, de proposer des solutions. Et chaque personne qui côtoie, salarié, non salarié, une personne aidante, a un rôle aussi, et on voit très bien dans les résultats qu'on a vus du baromètre, que dans cette entreprise où on a mis en place des choses, les gens se sentent plus solidaires et sans doute plus fiers d'appartenir à l'entreprise. Donc il y a un cercle vertueux énorme à mettre en place en étant à ces trois niveaux, en fait. C'est moi, nous, l'État. Et je crois que ça, nous, en tout cas, moi, je pense que c'est quelque chose dont on a vraiment pris conscience quand on a préparé. C'est qu'il ne faut pas rentrer dans ce débat-là. Tout peut se faire à tous les niveaux, de toutes les manières possibles, et c'est là qu'on sera gagnant. Juste permettez-moi, sur la première étape, avant même de créer du droit nouveau, il y a quand même de rendre accessible l'offre de services. Parce qu'on parlait d'assurantiel, il y a aussi le serviciel. Vous parliez tout à l'heure du service soutien psychologique individuel ou collectif, typiquement, dans l'offre de services négociée pour la convention collective ECLA, donc, service de l'animation, vous avez le soutien psycho individuel ou collectif qui est proposé. Vous avez le déblocage de l'aide exceptionnelle à 1 000 €. Sauf que ces aides-là et ce service-là sont très peu connus par les salariés. Donc la première étape, véritablement, c'est peut-être l'objet aussi de ce colloque et de cette table ronde, ça va être de matraquer, excusez-moi l'expression, mais de faire connaître les dispositifs, et donc je le remets moi à l'échelle de l'ANAO, à nouveau, mais de faire connaître les dispositifs qui existent déjà, avant même de s'assurer une création supplémentaire. Et puis, je vais vous poser une question, du coup, parce que moi j'ai soumis gentiment l'offre Babicef, c'était pas prévu à la table ronde, excusez-moi, mais j'en profite, à mes DRH. Fort sympathique. J'ai une équipe formidable au niveau des RH, vraiment. Mais la première réponse qui m'a été faite, du coup, parce que ça revient un peu à ce que vous proposez, c'est mais est-ce que Mutex le propose quand même? Parce que normalement, ça devrait être la prévoyance qui s'occupe de ça. Et là, alors moi, je ne sais pas répondre. Je peux faire une réponse de Normand, mais en effet, pourquoi elle s'en est pas occupée? Bon, voilà, la question c'est mais pourquoi elle s'en est pas occupée? Ça ne veut pas dire qu'on va pas pouvoir agir pour autant, hein. Et on va pas s'enfermer dans le pourquoi. Mais il y a une vraie question. Pourquoi elle s'en est pas occupée? Alors, je pense que nous, notre approche était une approche nationale du risque. Je pense qu'une mutuelle ou une compagnie d'assurance, à son échelle, à l'échelle de son portefeuille, pour parler vulgairement assurantiel, n'a pas forcément la conscience des besoins que peuvent avoir certains parents / salariés. Nous, on n'est pas parti d'un portefeuille avec est-ce que telle compagnie a pensé à quelque chose? On a, comme je vous l'ai dit au début, on n'a pas raisonné assurance au départ. On a interrogé des gens, on s'est intéressé à un phénomène de société qui est l'aidance et plus particulièrement ces fameux parents qui sont confrontés à la naissance d'un enfant déficient. Donc à partir de là, on a construit tout un modèle idéal, et c'est seulement après qu'on est rentré en discussion autour de l'assurance, comment on le finance. Finalement, le mécanisme d'assurance, la garantie d'efficience à la naissance en tant que tel, n'est que le moyen, le mécanisme qu'on a trouvé pour financer tout cet accompagnement et surtout la coordination de tout cet accompagnement. Parce que
et ça je l'ai dit aussi, il y a beaucoup de choses qui existent déjà. Mais c'est un peu comme dans plein d'autres sujets. Tout le monde a plein d'assurances, avec ses cartes bleues, avec tout ce qu'on souscrit à droite, à gauche. Pour autant, le jour où il vous arrive quelque chose, en fait, vous avez l'impression d'être complètement dépourvu. Donc nous, on est reparti des besoins et on a, en mode case management, construit un ensemble d'accompagnements où on va essayer, autant que faire se peut, de prendre par la main cette famille et de l'accompagner dans son parcours. Mais il y a des choses que l'on propose et dont on va se rendre compte qu'elles sont déjà proposées par tel assureur ou tel assureur. Mais c'est pas grave, parce que tout l'argent qu'on ne consommera pas, si je puis dire, sur telle et telle solution parce qu'elle est déjà proposée par ailleurs, eh bien, on pourra l'investir dans un ensemble d'autres services et accompagnements qui aujourd'hui n'existent pas. Et c'est tout notre rôle, c'est le rôle du conseil BabySafe, déjà de comprendre et d'aider la famille à comprendre ce auquel elle a droit. Pour faire très simple, on a une douzaine d'accompagnements types, de solutions types qui sont proposées en fonction de la pathologie et des conditions de vie de la cellule familiale, pour faire ça. Pour autant, on a 3 accompagnements qui sont un peu emblématiques. Le premier, c'est parrain marraine. On l'a entendu ce matin, une famille, elle a besoin de parler à quelqu'un qui a vécu la même chose qu'elle. Ça, c'est quelque chose qu'il faut professionnaliser. Là, je regarde Anne, qui est à la manœuvre de tout ça. On en a besoin. La deuxième chose, c'est tout simple, c'est l'aide administrative. Ça paraît tout bête, il n'empêche que les familles ont besoin d'être accompagnées, ne serait-ce que pour savoir, ne serait-ce que pour connaître les dispositifs auxquels elles ont parfaitement droit, mais auxquels elles n'ont pas accès pour telle ou telle raison. Donc oui, il y a plein de petites choses qui existent. Nous, on s'inscrit là-dedans pour faire que, ces petites choses qui existent soient mobilisées, et ensuite, nous, on aura notre rôle pour tout le reste. Partout où la solidarité nationale n'est pas et partout où les initiatives individuelles existent. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à... Si je peux faire un tout petit complément de réponse de mon associé. Mutex ne s'en est pas occupé aussi parce que vous ne leur avez pas encore demandé. Parce que le jour où vous allez leur demander, on voudrait profiter de ça, Mutex va se dire, le jour où il y aura 4-5 entreprises de leurs clients qui vont leur demander la même chose, ils vont se dire, là, il faut vraiment qu'on se pense sur la question. Et puis quand il y aura une branche qui va inscrire ça dans le socle minimum de protection sociale des salariés de la branche, là, ils seront obligés d'y aller. Mais il y a effectivement, il y a un très grand rôle d'évangélisation, et puis il y en a qui le font déjà, qui se sont associés à notre innovation, qui au-delà d'être assurantielle est surtout une innovation sociale et sociétale. Il faut que les clients expriment leurs besoins à leur assureur, et les assureurs auront à cœur de satisfaire les besoins des clients. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, bonjour, Grégoire Sanet. J'ai une question pour Madame Caringy. Juste pour reprendre sur le premier échelon, on va dire le socle État. Donc il y a eu la mise en place déjà il y a quelques années du congé proche aidant, qui a déjà marqué une évolution. On voit d'après les données que le recours à ce nouveau congé est faible, notamment en partie, il y a un problème qui a bien été expliqué de connaissance de ce nouveau congé, mais aussi il y a le problème de la rémunération, de l'indemnisation de ce congé. Est-ce que vous, en tant que professionnel de la prévoyance, vous intervenez avant l'échelon, on va dire 3, éventuellement l'offre servicielle d'accompagnement des parents, sur la solvabilisation finalement de ces congés, en plus de ce que prévoit l'État déjà via le congé proche aidant ? Pas à ma connaissance, non. On ne s'est pas positionné là-dessus. On est plus sur un soutien financier au regard des difficultés financières ou de la perte de revenus ou de reste à vivre auquel fait face la famille, mais on n'est pas sur une approche de comblage, complément de salaire là-dessus. Ouais. Ça serait plus classique par rapport à ce qu'il y a de la prévoyance classique, comme vous avez dit. Oui, je comprends. Vous n'avez pas mesuré, notamment
Pas encore, parce que je pense qu'en termes d'un point de vue représentation statistique, on a peu d'éléments dans notre portefeuille pour pouvoir en tirer des conclusions et produire en fait quelque part une réponse standardisée à ce stade. Donc je pense que ça sera des sujets à étudier effectivement, mais la remarque est bonne. On va peut-être clôturer sur cette question et donc sur l'idée que la normalisation, c'est vraiment le cap qu'il faut qu'on se fixe ensemble pour rendre possible, effectivement, pour faciliter et en même temps sans renoncer à mettre en place d'ores et déjà tout ce que chacun peut mettre en place à son niveau. Merci beaucoup à tous les quatre.